Bien, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je vous en prie, installez-vous. Donc, je suis Jean-Michel Guéraud, le directeur général de l'Institut Mutualiste Montsouris. Je suis très heureux de vous accueillir ici et l'IMM est très heureux d'accueillir cet événement. Il y a évidemment du sens parce que, comme vous le savez, les liens entre l'IMM, le groupe Matmut, l'association EGART à travers Bernadette qui dirige au sein de la même entité finalement que l'IMM, les activités médico-sociales. Donc tout ça a évidemment beaucoup de sens. Donc c'est à plusieurs titres que je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui au sein de l'IMM. Alors je voudrais, en guise de préambule, et je vous rassure, ça ne va pas durer très longtemps, je voudrais juste vous dire que vous êtes dans un établissement qui a été construit par un architecte qui était réputé pour son goût pour l'art, notamment celui, parce qu'il y avait plusieurs architectes évidemment, mais celui qui a donné l'aspect visuel à cet établissement et celui qui a construit le hall d'entrée. C'était un architecte qui s'appelait Adrien Finsilbert, qui a par ailleurs travaillé sur la Géode, sur le Parlement européen, sur beaucoup d'œuvres qui sont considérées aujourd'hui, en tout cas pour une partie d'entre elles, comme des œuvres d'art. On est très sensible à ça ici, à l'IMM, très sensible au beau, à l'art d'une façon générale, et j'en veux pour preuve les expositions qu'on fait à longueur d'année au sein de l'établissement. Si vous, je ne sais pas si vous aurez l'occasion de déambuler dans l'IMM, parce que c'est jamais terrible de déambuler dans un hôpital, mais si vous avez l'occasion, sans aller très loin du hall d'entrée, vous verrez accrochés sur les murs des couloirs de l'établissement des tableaux, et on a plusieurs vagues d'expositions, 3 je crois chaque année. Et l'exposition, enfin les expos qu'on a aujourd'hui, enfin actuellement, sont en tout cas pour deux des 3 artistes qui exposent leurs œuvres sont d'anciens patients, enfin des gens qui ont été suivis par l'établissement et à qui on donne la possibilité, parce qu'ils ont cette corde à leur arc, si je puis dire, d'exposer leurs œuvres au sein de l'IMM. Il y a aussi dans les activités de l'établissement, alors je ne vois pas Maurice Corcos qui doit intervenir ultérieurement dans une table ronde, mais il y a aussi dans certaines activités de l'établissement, notamment bien sûr au sein du département que dirige le professeur Corcos, qui est un département de psychiatrie de l'adolescent, des activités artistiques, notamment de l'art-thérapie, qui sont évidemment, qui prennent une place très importante au sein du projet thérapeutique du département. Je pense que le professeur Corcos vous en parlera beaucoup mieux que je ne le ferai. Voilà. Et dernier point, on a dans cet établissement une particularité que je voudrais souligner avant de vous laisser la parole. On a pris depuis maintenant presque 15 ans, on a développé une activité de prise en charge des personnes en situation de handicap dans le département mère-enfant de l'IMM, qui est un des rares des départements de maternité et de gynécologie à être organisé et structuré pour prendre en charge ce type d'activité. Et donc on réfléchit depuis déjà un petit moment à une extension de cette prise en charge des personnes en situation de handicap à l'ensemble des spécialités au sein de l'IMM, en lien avec une autre structure portée par le groupe Matmut, qui est le centre de santé du square de la Mutualité, donc qui est installé dans le 5e arrondissement, à côté du palais de la Mutualité, et évidemment avec le soutien actif de Bernadette, que je salue au passage. Voilà. Donc merci, en tout cas, merci d'être là, et puis encore une fois, bienvenue à vous tous. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, je vais le mettre là. Merci beaucoup, Jean-Michel Guéraud, de nous accueillir. Bonjour, merci également à Béatrice de Combolas, Christophe Boulor et Eddy l'Allemand qui nous accueillent avec toutes leurs compétences. Moi, je voulais prendre un petit peu la parole. Je m'appelle Sophie Lemaire. Je suis responsable du pôle culturel de la Matmut. Malheureusement, et je suis désolée voilà, je les représente, Christophe Bourret, notre président, et Stéphanie Boutin, qui est directrice de communication et RSE, n'ont pas pu se rendre avec nous, enfin se rendre présents aujourd'hui, mais en tout cas, ils nous soutiennent et ils adorent l'idée de se rassembler tous là aujourd'hui avec des corps de métier extrêmement différents, mais avec une
préoccupations communes. Mais quand même, je voulais dire un petit mot sur pourquoi la Matmut s'intéresse à ce sujet. Il s'avère que l'année dernière, on a fait une première rencontre avec des acteurs de la culture pour les faire se rencontrer, parler, échanger des idées, prendre des idées. C'était une rencontre qu'on avait appelée « L'art peut-il être accessible ?» Une question où on avait très envie d'entendre un « oui » derrière, et évidemment tout le monde a répondu « oui ». Et l'idée, c'était assez généralement de se poser la question de qu'est-ce qu'on fait pour rendre une accessibilité des accessibilités, et puis aller un peu plus loin de l'accessibilité, puisqu'on est venu tout de suite à l'idée d'être collectivement face à l'art. Et comme événement numéro 2, on s'est associé avec Égard déjà depuis... je pense que ça fait 1 an et demi qu'on réfléchit ensemble à cette rencontre parce que on avait envie de travailler ensemble et on s'est dit cette rencontre elle est tout à fait logique de porter un peu plus loin le discours et la rencontre qu'on avait eue l'année dernière, mais sur un sujet qui n'est pas si évoqué que ça habituellement, qui est le handicap mental et psychique en lien avec l'art. Alors des deux côtés, la table ronde, elle va être les 2 tables rondes vont être la possibilité d'investiguer un peu, de se réfléchir, d'échanger sur la personne en situation de handicap est un visiteur, c'est la première table. Qu'est-ce qu'on fait pour lui, pour elle ? Comment ça s'organise ? Quelle est la fluidité de son parcours ? Et puis on renverse la situation. Deuxième partie, la personne en situation de handicap mental ou psychique est un artiste et comment elle fait pour intégrer le monde de l'art, être légitime, exposer, être reconnue à juste titre. Je voulais aussi dire qu'on fait tout ça aussi parce que Matmut, à travers une marque qui s'appelle Matmut pour les arts, on est très engagé sur l'accessibilité à la culture. Toutes nos actions vont dans ce prisme-là. C'est notre dénominateur commun, en quelque sorte. Pour ça, on a un centre d'art, on est nous-mêmes acteurs de la culture. On a aussi des soutiens d'autres structures culturelles qui mettent en place des actions très spécifiques et en général d'une originalité, d'une innovation qui nous intrigue, donc on veut les soutenir. Et puis aussi, on a un 3e programme qui est aussi lié à l'accessibilité, qui s'appelle le cinéma inclusif, et qui a pour but de rendre accessible par l'audiodescription ou le sous-titrage sourd et malentendant pour les personnes en situation de handicap sensoriel. Voilà, donc la Matmut, on a un principe de solidarité, de partage. On veut faire de l'accessibilité à l'art. On a plein de partenaires et on a souhaité s'associer avec Égard, comme je l'ai dit. Et merci beaucoup pour votre présence, pour le travail de longue haleine quand même pour organiser cette table. Donc je voulais également, en plus de l'Institut que j'ai remercié en début d'échange, remercier particulièrement Marie Giraud et Bernadette Grosieux pour la conception et l'organisation de cette seconde table ronde. Merci aux équipes de la Matmut, mes collègues, Kitri, Eva, Samuel, Marion et Adrien qui sont présents et qui apportent avec leurs compétences et leurs métiers différents leur touche de réussite aussi à la communication de cet événement. Et est-ce que tu veux prendre... Non, tout à l'heure. Bernadette prendra la parole tout à l'heure. Et je voudrais maintenant laisser la place et remercier tout particulièrement Sarah Hugouneng qui a accepté de modérer cette première table ronde pour discuter de la place du visiteur dans un lieu culturel quel qu'il soit. Merci beaucoup. Bonjour à tous, merci beaucoup. Je vais inviter les intervenants de notre table ronde à me rejoindre sur ce plateau. Donc effectivement, nous allons parler cet après-midi de la question du handicap mental et de son inclusion dans les musées, pour savoir un petit peu où est-ce qu'on en est, de voir
pourquoi est-ce que la question se pose aujourd'hui, comment par rapport au handicap moteur, quelle est son appréciation et quels sont les dispositifs qui sont mis en place par les différents intervenants autour de moi, et essayer de conclure un petit peu sur la manière dont ce handicap mental, pris dans une notion de neurodiversité, est finalement un tremplin idéal pour penser une question de médiation universelle au-delà d'un handicap diagnostiqué. Et donc pour tenir cette conversation, j'ai donc le plaisir d'accueillir au bout Gunilla-la-Pointe. Donc vous êtes référente santé au département médiation du musée du Louvre-Lens. À vos côtés, vous avez Rachel Amalric. Bonsoir, merci d'être venue de Cahors. Vous êtes directrice du musée d'art Henri Martin. Juste à côté de vous, Frédéric Richard, vous êtes professeur-chercheur à l'INCI, Institut National Supérieur de Formation de Recherche pour l'Éducation Inclusive. Et enfin, cher Guillaume, bonjour, Guillaume Desanges, vous êtes directeur du Palais de Tokyo. Peut-être en guise d'introduction, peut-être un petit tour de table. Dites-moi un petit peu chacun à l'échelle de vos institutions, quels sont les différents dispositifs que vous avez pu mettre en place et à quel moment en faveur de l'accueil des visiteurs en situation de handicap mental. Gunilla, je vous laisse la parole. Il faudra se passer le micro. Allez-y, je pense que... Bonjour à tous. Au musée du Louvre-Lens, le musée du Louvre-Lens est jeune, il a ouvert en 2012 et en décembre 2012. Et dès le printemps 2013, des activités ont été proposées aux établissements hospitaliers, notamment le centre hospitalier de Lens, pour accueillir leurs patients en groupe accompagnés de soignants. Et ça se perpétue chaque année avec différents partenariats, différents établissements hospitaliers, mais aussi médico-sociaux. Et les unités de soins de santé mentale sont toujours celles qui fréquentent le plus activement le musée. Et par ailleurs, nous avons mis en place, à partir de 2019, lorsqu'on a réfléchi à un nouveau programme scientifique et culturel, d'autres actions à la faveur de tous les visiteurs, et plus particulièrement ceux touchés par le handicap, dont je parlerai peut-être un petit peu plus longuement tout à l'heure, mais qu'on appelle la Louvre-Lens thérapie ou bien les prescriptions muséales. Oui, alors les prescriptions muséales, elles ont été lancées au mois de juillet 2023, donc c'est très nouveau. Et il s'agit de proposer aux médecins qui le souhaitent d'écrire une ordonnance sur laquelle le patient avec lequel il dialogue ira au musée, parce que lors de ce dialogue, l'un et l'autre ont compris, ont constaté que le musée pouvait être un moyen de se sentir mieux, d'être un soin support, de participer en fait à un rétablissement ou à un mieux-être, notamment avec les facteurs de réhabilitation psychosociale. Et lorsque le patient se présente au musée du Louvre-Lens, il a accès à toutes les activités qu'il souhaite. Il peut visiter simplement le musée seul, ou il peut participer à une activité type visite guidée, atelier, conférence, spectacle, avec une ou deux personnes supplémentaires. Si pour lui, venir seul au musée serait un frein supplémentaire, psychologique par exemple, eh bien, il peut être accompagné de sa famille ou de proches. Bonjour, tout d'abord, merci pour cette invitation. Alors, au musée de Cahors, je pourrais résumer la réponse par « nous n'avons rien de spécifique pour les publics en situation de handicap ». Parce que nous tentons une autre expérience qui est d'accueillir l'ensemble de nos visiteurs en transversalité. Le musée de Cahors est encore plus jeune que le musée du Louvre-Lens. Nous avons réouvert nos portes après 6 ans de fermeture pour travaux de rénovation et une petite parenthèse Covid. Il y a un petit peu plus de 18 mois, donc en 2022. Et nous sommes une petite équipe. Nous avons une médiatrice et une chargée des publics. Et donc, ces 2 personnes doivent s'occuper de la diversité des 17 000 visiteurs que nous recevons en moyenne, pour l'instant, chaque année, depuis bientôt 2 ans.
Par conséquent, dès la réflexion en amont sur la manière dont on allait travailler la médiation, nous avons fait le choix d'ouvrir au maximum de nos possibilités et au maximum de la diversité. Nous avons fait une résidence de médiation par 2 artistes qui, déjà, en dehors des murs du musée qui étaient en construction, accueillaient tous les publics en situation de handicap physique et les publics en situation de handicap mental. Et nous continuons à le faire dans la mesure du possible au quotidien, dans nos activités. Et on en parlera sans doute aussi plus longuement. Il s'agit là d'un travail de communication et de relais qui permettent justement aux personnes en situation de handicap de savoir qu'elles peuvent venir à toutes nos activités sans frein, a priori. Et est-ce que vous avez 1 ou 2 exemples à nous donner assez brièvement de comment une action peut être menée pour l'ensemble des publics et justement de ne pas les répartir, les compartimenter selon telle ou telle typologie? Alors, il s'agit d'abord d'avoir du personnel formé au maximum et il s'agit de connaître ces publics en amont. Donc, évidemment, comme il y a des relais pour les personnes en situation de handicap, on a généralement l'information en amont. Donc, on travaille nos propositions de cette manière. Si je prends l'exemple de la résidence de médiation qui a été faite par ces artistes, eh bien, parmi les actions, il y avait la création d'une figurine en terre cuite. Et donc, en fonction des situations individuelles au sein de l'atelier qui était ouvert à tous, à toute heure, eh bien, on avait un accueil et un accompagnement qui étaient différenciés si c'était nécessaire, mais tout le monde était autour des mêmes tables, avec justement la possibilité, au-delà de la rencontre avec l'artiste ou de l'action de médiation elle-même, la possibilité de rencontrer des publics très variés. Donc, le plus simplement du monde, je dirais, quand c'est possible. Et juste pour terminer, est-ce que le fait que vous soyez dans une institution ancrée dans une petite ville ou moyenne ville, il y a quoi, 30 000 habitants, je crois? 20 000 habitants à Cahors. Est-ce que c'est aussi, ça participe de cette volonté de prendre les choses plus à 360 degrés et d'intégrer encore plus la totalité plutôt que de compartimenter? Ou est-ce que vous restez une figure un peu isolée? Vous disiez que vous expérimentiez aussi une autre approche. Est-ce que c'est... expliquez-nous un peu votre positionnement dans le paysage des musées français à ce niveau-là, comparativement aux musées de villes à peu près semblables. Alors effectivement, je pense qu'on est un petit peu rare parce que on fait quelque chose qu'on n'a pas encore forcément rencontré chez nos collègues, c'est de ne pas se poser la question ou justement de lutter contre le cloisonnement. Je ne connais pas encore de propositions qui disent ouvertement qu'elles sont en fait accessibles à l'ensemble des publics et de leur diversité. En revanche, c'est une démarche qu'on essaye de faire qu'on a essayé de faire dès le départ dans le projet d'établissement. Il s'agit aussi bien de l'accessibilité à l'ensemble des publics en situation de handicap ou non, mais il s'agit aussi des questions intergénérationnelles, des questions de lutter contre le communautarisme et le cloisonnement aussi de ce point de vue-là. Donc c'est plutôt une approche globale, effectivement, et j'ai le sentiment que ça commence à se voir un petit peu partout, à se décloisonner, mais petit à petit, et peut-être on a la chance d'être un peu pionnier et de pouvoir expérimenter parce que nous sommes soutenus par une politique qui a cette ouverture d'esprit. Tout à fait. Merci beaucoup. Je reviens vers vous juste après, Frédéric. On va rester dans l'univers musée et je vous donnerai la parole juste après. Guillaume, vous avez inauguré au mois de novembre le Hameau. Présentez-nous un petit peu ce projet phare qui pilote votre institution. D'abord, pour dire que donc, la question, on va dire, de la santé mentale existait depuis assez longtemps au Palais de Tokyo. Comme beaucoup d'établissements, il y avait des dispositifs, pour le coup, assez spécifiques, avec aussi des associations, des personnes du service du côté médical pour accueillir. Et puis, quand je suis arrivé au Palais de Tokyo il y a 2 ans, il y avait ce projet donc, d'avoir un lieu fixe qui était nouveau au Palais de Tokyo, puisque la médiation a toujours été... Ça avait aussi des vertus, on va dire, mobiles, un peu partout. Il y a eu cette idée d'avoir un lieu dédié à la médiation, l'inclusion et l'éducation par l'art, avec un focus sur la question de la santé mentale, qui n'est pas exclusive du tout, puisque ça continue à être un lieu qui justement accueille tous les publics, mais avec en tout cas une attention
attention particulière, mais qui va au-delà justement peut-être de l'inclusion de publics. Ça en fait partie, mais l'idée c'est que autour de ce hameau, que ça soit une véritable ligne de travail, la santé mentale, puisque finalement ça concerne également l'institution elle-même. Ça remet en cause l'institution, ça remet en cause aussi, enfin ça nous oblige à repenser les manières dont on accueille tous les publics. Je suis très sensible à ce que vous dites, et également je dirais que c'est une ligne de programmation, puisque finalement c'est très poreux avec la programmation du Palais de Tokyo autour de sujets qui peuvent être ceux de la psychiatrie, la psychothérapie institutionnelle, mais des questions aussi politiques plus globales, et c'est très intéressant, la question de la norme, comment on interroge les normes, comment on interroge, et je dirais que bon, alors on a des programmes pour le coup spécifiques qui sont en cours. Nous avons un comité scientifique avec lequel nous travaillons, qui inclut des artistes, des commissaires d'exposition, des personnes des professionnels du secteur médical qui nous aident à réfléchir. Et puis, l'idée, c'est que ça puisse être bénéficier aussi beaucoup, à remettre en cause nos manières de faire en général. Et on reste très intéressé par ce que peut apporter cette attention particulière à la santé mentale. On ne parle pas forcément de handicap, ça en fait partie, mais on parle de santé mentale en général. Et aujourd'hui, j'aurai l'occasion d'en parler, c'est vrai que c'est un sujet qui est un sujet d'actualité, certain, et le Palais de Tokyo comme lieu d'art contemporain en prise avec les questions de société, évidemment, c'est intéressant, mais c'est un sujet aussi qui, dans l'histoire de l'art, a une histoire aussi. Et effectivement, ce qui est très marquant dans votre projet aussi, c'est que c'est un espace pérenne de 500 mètres carrés, ce qui est quelque chose d'assez nouveau aussi, de dédier volontairement dans un musée un espace pour la médiation, qui plus est pour une médiation autre que médiation pour les enfants. Le peu de choses qu'on voyait jusqu'à présent étaient surtout pour les enfants. Je pense au même moment, à quelques semaines d'intervalle, on avait à Paris aussi l'inauguration du musée de la Marine, qui a inclus pour la première fois en musée un espace Snozen. Alors vous ne me ferez pas parler néerlandais, mais Snozen qui est la contraction de deux mots néerlandais, l'un lié au plaisir, l'autre lié au repos, à la contemplation, tout à fait, merci, et qui est au sein du parcours des collections permanentes, en soi plutôt pensé dans un univers pour des personnes à syndrome autistique, mais finalement ouvert absolument à tout le monde, et qui rentre aussi, qui révolutionne un petit peu la manière de penser la médiation en musée. Je me tourne vers vous, cher Frédéric. Vous, déjà, est-ce que vous pouvez peut-être nous présenter un petit peu le travail que vous pouvez mener dans votre master, que fait l'école, et ensuite, en tant que chercheur, si vous avez un regard à nous donner, en prenant un peu de hauteur sur les différentes initiatives que vous pouvez voir du monde culturel et des musées sur cette question de l'inclusion du handicap mental. Oui, alors moi, effectivement, moi, je travaille donc dans une université qui s'appelle l'INSEI, l'Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation inclusive, qui est situé à Suresnes, dans le 92. Et donc, nous avons un master qui forme des conseillers en accessibilité, avec deux volets, deux options. Une option plutôt insertion pro et une option plutôt accès à la culture, loisirs et sport. Et donc, j'ai pas mal d'étudiants qui sont intéressés par du coup l'accessibilité culturelle et qui font différents stages, qui s'orientent vers ce cursus-là et qui du coup sont amenés à travailler par la suite après dans des musées, dans des établissements culturels et artistiques, pour effectivement devenir des conseillers en accessibilité, en tout cas des personnes qui ont des compétences en lien avec l'accessibilité et qui seront du coup après mobilisés pour effectivement faire ce que vous faites et puis pour effectivement donner forme aux différents projets que vous avez énumérés. Alors en termes d'action, moi je suis souvent amené effectivement du coup à accompagner les étudiants sur les terrains parce que effectivement ils font des stages, donc après ils sont amenés à faire des diagnostics, à mettre en place des activités, à faire des évaluations de dispositifs, bref un ensemble d'actions qui sont en lien avec les différents projets qui sont menés. Et ensuite, en tant que chercheur, je travaille plutôt sur l'accessibilité culturelle au sens large. Je m'intéresse beaucoup au musée. Et c'est vrai que ce que vous disiez, ça m'intéresse beaucoup parce que c'est vrai qu'on a souvent une approche très... Vous avez utilisé le mot cloisonné, c'est-à-dire on va se dire, tiens, effectivement, on va essayer d'amener une accessibilité par type de déficience, par type de handicap. Et d'un autre côté, vous avez les politiques publiques et puis voilà un ensemble, je dirais presque une tendance ou une mode, avec ce qu'on appelle l'accessibilité universelle, qui tente effectivement d'amener un regard différent. On change de paradigme avec
des solutions qui seraient amenées à répondre non pas à une catégorie ciblée, mais plutôt à un public avec des besoins divers et variés. Donc c'est vrai que moi, ça m'intéresse beaucoup de voir comment est-ce que ça évolue, comment est-ce que ça bouge. Après, je ne pense pas qu'il y a de solution de game idéale. Hein. Je pense qu'après, chaque institution a sa propre manière de pouvoir construire sa culture d'accessibilité. Voilà. Alors après, ça va se jouer par rapport à des affinités. On va en parler, je pense, après, mais c'est vrai, je sais que le handicap mental, le handicap psychique a longtemps été un petit peu le handicap oublié. Hein, c'est-à-dire, on a souvent pensé handicap moteur, handicap sensoriel, voilà, la déficience visuelle. Ça a été vraiment des publics vers lesquels on a beaucoup, je dirais, réfléchi et puis mis en place comme ça des actions, alors que le handicap mental, c'était un peu plus timide, hein, voyez. Mais après, je pense que finalement, on voit que comment vous l'expliquez justement ce retard de prise en compte? Alors, je l'explique parce que finalement, je pense que la question du handicap, c'est une question qui est compliquée. Moi, je dis toujours, le handicap, c'est une métonymie. C'est-à-dire le handicap, quand on parle du handicap, ça veut tout et rien dire. Moi, quand on parle du handicap, vous savez, je pense toujours au bateau, là, avec au-dessus le guetteur qui voit au loin un bateau et qui dit « voilà l'horizon ». Et quand il dit voilà l'horizon, ok, c'est une voile, mais voilà, c'est la voile qui va représenter un bateau. Mais ce bateau, il est comment? Est-ce que c'est un 3 mâts? Est-ce que c'est un 2 mâts? Est-ce qu'il a une voile finalement? Est-ce que c'est un bateau à vapeur ou autre? Quand je dis handicap, de quoi je parle? Donc finalement, le handicap, c'est une métonymie. C'est-à-dire que derrière le mot handicap, que tout le monde comprend, chacun va y mettre après des catégories différentes de publics qui sont caractérisées par des altérations, des troubles fonctionnels et organiques. Ce qui fait que du coup, si je vous dis je bosse sur le handicap, vous me direz lequel? Parce qu'effectivement, il y en a plusieurs. Voyez. Donc c'est vrai que ça rend un petit peu compliqué, enfin ça complexifie un petit peu la manière dont on va après mettre en place des projets. Et ensuite, le deuxième point par rapport à cette métonymie, c'est que oui, il y a différents types de handicap, différentes typologies, mais il y a aussi là-dessus, je pense, une hiérarchisation. C'est-à-dire que quand on parle handicap, il y a des handicaps qui nous viennent d'abord à l'esprit. Ça va être effectivement, quand on parle de l'accessibilité, on vous dira, mais c'est accessible, j'ai mis une rampe pour les fauteuils. Donc il y aura effectivement d'abord peut-être les publics handicapés moteurs ou handicap visuel qui vont être un petit peu, je dirais, privilégiés, auxquels on va penser en premier. Aujourd'hui, on a vraiment une espèce de diversification des types de handicap qui s'est ouvert. Hein. Vous le parliez un instant avec du coup le handicap psychique. Hein. Pendant longtemps, il y avait une séparation entre le handicap psychique et puis le handicap mental, avec effectivement la psychiatrie et puis le secteur médico-social qui étaient vraiment séparés. Aujourd'hui, on a vraiment une espèce de spectre très large dans lequel effectivement il y a les handicaps visibles et puis il y a aussi les handicaps invisibles qu'on ne voit pas et d'ailleurs qui sont les plus nombreux. Donc, tous les troubles un petit peu du spectre autistique, les troubles neurodéveloppementaux, voilà, enfin, les dyscalculie, les dyslexie et autres. Donc, bref, on a aujourd'hui, je dirais, une vraie palette de publics qui ont des besoins spécifiques et auxquels, du coup, il faut aussi répondre. Et je pense que c'est ce qui rend finalement l'accessibilité compliquée, parce que quand on dit oui, moi, je mets en place l'accessibilité, mon musée, il est accessible. Oui, mais il est accessible à qui? À quel public? Et c'est là, effectivement, que des solutions comme les vôtres, effectivement, elles posent les questions autrement. Et je trouve ça vraiment très intéressant d'avoir ce nouveau regard qui invite à voir qu'il y a d'autres manières de faire et de penser la question de l'accessibilité. Merci beaucoup. Je me retourne vers vous, Guillaume. Vous, comment êtes-vous amené à créer ce projet du hameau et à prendre en question la charge du handicap mental? Vous dites que ce n'était pas tout à fait nouveau, mais là, on change d'échelle. Qu'est-ce qui fait que, selon vous, tout d'un coup, on se retrouve avec une forme de concordance des temps au niveau des musées qui vont vraiment embrasser la question du handicap mental? Je crois que les bases ont été posées par ce qui a été dit avant. C'est-à-dire que, alors je vais peut-être revenir un tout petit peu en arrière sur la question de l'art et des arts visuels en particulier. Il y a des liens anciens et profonds entre ce qu'on appelait l'art et la folie, qui sont très intéressants, qui ont donné naissance à ce qu'on appelle l'art brut, mais au-delà de ça, qui est d'ailleurs un petit branding voilà, aussi discutable de ce que ça a pu être. Mais en tout cas, il y a des enjeux assez anciens entre même la figure de l'artiste, un peu romantique comme ça, et puis la figure, on va dire, des alternatives à la raison, par exemple. À partir de là, il y a déjà une histoire ancienne qui est
intéressantes à prendre en compte. Il y a le fait que ces dernières années, vous savez ça mieux que moi, mais ces dernières années, évidemment, l'approche de la santé mentale a changé beaucoup, notamment autour de la question de ce qu'on appelle la neurodiversité, mais pas que. C'est des approches qui mêlent le psychiatrique, les IRM, les neurosciences, et d'ailleurs qui sont assez, qui se mélangent parfois. Je trouve ça assez intéressant aussi, et qui amènent à des questionnements très intéressants sociétaux et politiques, sur l'idée que vous avez parlé, qu'est-ce qu'un handicap ? Eh bien, finalement, est-ce que ça ne serait pas juste un écart par rapport à des normes ? Est-ce que c'est un problème ? Est-ce que c'est, parfois, ce qu'on appelle les pathologies sont des différences ? Évidemment, tout ça sont des questionnements très intéressant. On parle aussi d'intelligence différente. Il ne faut pas nier la souffrance. Il ne faut pas nier, évidemment, qu'il y a les personnes qui travaillent, les professionnels de la santé le savent. Il ne faut pas être romantique non plus. Mais en tout cas, de penser qu'il y a des approches tout à fait différentes, je dirais inclusives au sens vraiment de penser la question des multitudes de différences de rapport au monde et au réel et à la sensibilité en général, qui ne sont pas forcément pathologiques d'ailleurs, qui peuvent être même enrichissantes. Et puis, vous avez parlé de toutes ce qu'on appelle les 10, ce qu'on appelle les neuroatypismes, par exemple, qui sont aussi des richesses. Et puis, autre chose, là, plus gravement, mais aussi qu'il faut prendre en compte, c'est, on va dire, un sujet d'actualité, un état psychique des sociétés aujourd'hui, notamment de la jeunesse. On sait que depuis la pandémie, mais même avant, les services psychiatriques, pédopsychiatriques sont extrêmement sollicités. Donc on a, je dirais, cette question de la santé mentale qui arrive au cœur de l'actualité. Et toutes ces questions intéressent l'art, la culture, intéressent les artistes et intéressent, et là c'est la petite spécificité du Palais, le Palais de Tokyo en tant qu'institution. Et que quand je parle de thérapie, je dis que parfois, c'est pas, nous, on ne se revendique pas d'être un endroit thérapeutique en soi, pour l'instant, parce que je ne suis pas sûr qu'on puisse se revendiquer de ça. Mais à l'inverse, nous, on a besoin de se guérir par cette inclusion de la différence. Et cette inclusion, ce n'est pas l'inclusion de minorités, en fait, parce que ça concerne beaucoup de personnes, en fait. Donc, c'est même peut-être des majorités. Mais en tout cas, qu'on repense nos manières de faire, et notamment dans l'art et dans la culture. Alors, il y a des lieux qui sont des lieux de bien-être. On aimerait l'être encore plus, mais on est aussi des lieux possiblement qui ne sont pas toujours si accueillants pour tout le monde, qui sont aussi parfois excluants, pas que par des raisons d'accès, mais que des raisons, on va dire, même de la manière dont on s'exprime, de ce qu'on représente symboliquement, etc. Et tout ça, évidemment, enrichit beaucoup nos relations à tous les publics. Et quand on parle de démocratisation, je pense que c'est un des enjeux intéressants. Merci beaucoup, Gunilla. Je me tourne vers vous. Vous, comment est-ce que vous concevez, à l'échelle du Louvre-Lens, votre responsabilité finalement vis-à-vis de ce public-là, et qu'est-ce qui explique, alors on sait que vous aviez une précédente directrice en la personne de Marie Lavandier qui a impulsé vraiment une politique très importante en matière d'inclusion de l'ensemble des publics. Comment est-ce que vous expliquez que finalement il ait fallu attendre presque 10 ans d'existence du musée pour en arriver là? Alors, il y a deux choses. D'abord, il y a un cadre légal qui n'est pas si récent, qui favorise les actions. Depuis 1999, on a une incitation à la convention entre les établissements hospitaliers et les établissements culturels pour avoir des jumelages d'équipements et puis favoriser l'accès à la culture à tous les citoyens, y compris les citoyens en situation de handicap. Évidemment, c'est rappelé par la Convention de 2010, mais on a aussi un cadre sociétal, comme on l'a dit, un effet de mode, si on veut, mais des réflexions qui sont menées depuis 2015-2019 avec différentes études qui commencent à préciser en fait les bienfaits, les effets de l'art sur la santé, la définition de l'OMS aussi qui est favorable lorsque l'OMS dit que la santé, c'est un état à la fois de bien-être, de santé pas simplement physique, mais aussi sociale. Et toutes les différentes études qui sont menées autour notamment au Canada, mais pas seulement, et puis provoquées aussi par l'ICOM et l'OCDE, nous disent que le musée, en tant que lieu différent, établissement qui reçoit du public, mais différent, peut être favorable notamment à la santé et à la santé mentale en particulier. Alors je sais qu'on a déjà eu des discussions avec Guillaume où le musée peut être aussi un lieu qui peut être un frein
avec une espèce de police du sentiment, police du silence quand on visite, etc. Et donc il y a tout un mouvement dans différents musées, mais y compris au musée du Louvre-Lens, sur ne pas interdire. Marie Lavandier demandait à ce que toutes nos notices ne soient jamais dans l'injonction de l'interdiction. Donc ne pas manger au musée, ne pas boire au musée, ne pas crier, ne pas courir. Non, simplement peut-être des devoirs, des propositions, mais éviter l'interdiction. Aujourd'hui, Annabelle Ténez est exactement dans cette même ligne, et elle est même encore plus audacieuse. Par exemple, pour les cartels, ces petits cartons d'information à côté des œuvres. Tous les musées proposent des cartels à destination de publics différents, notamment des enfants, des personnes porteuses de handicap cognitif, par exemple, en difficulté de lecture. Eh bien, elle a décidé que pour la prochaine Galerie du Temps, chaque œuvre aura 2 cartels. Un cartel dit scientifique, avec un texte produit par un spécialiste, et puis à côté, un cartel en français facile, c'est-à-dire facile à lire et à comprendre. Alors pas charté Falck, parce que pour l'instant les œuvres ne sont pas arrivées au musée, et pour correspondre à cette charte facile à lire et à comprendre, il faut travailler avec des personnes concernées face aux œuvres, mais en tout cas faire cet effort de produire sans discriminer ni les publics, ni les points d'intérêt, ni les œuvres. Pourquoi est-ce que ce serait seulement les 20 chefs-d'œuvre qui auraient un cartel à destination du tout public? Ben non, c'est toutes les œuvres. Et donc, c'est imaginer les choses d'une façon plus globale. Pourquoi est-ce que ce serait tel chef-d'œuvre qui serait une invitation au silence et au recueillement, comme on le lit dans toutes les notices d'histoire de l'art, et qui montrerait qu'en ce sens, c'est un chef-d'œuvre moderne et universel? Eh bien, Annabelle Ténez va demander à ce qu'on retire invitation au silence et au recueillement, pour ne pas être dans cette police de la pensée et du sentiment dans un établissement qui reçoit différents types de sensibilité, différents types d'affinités avec l'œuvre d'art. Donc c'est vraiment dans la conception, en fait. Il y a à la fois l'accompagnement législatif, je dirais, et après il y a la conception de chaque équipe qui va pousser encore plus loin les démarches qui permettent d'inclure chaque visiteur en tant que citoyen. Tout à fait. Je précise, les 2 conventions dont vous parlez de 99 et 2010, pour ceux qui ne sont pas familiers avec, sont les conventions cadres entre le ministère de la Culture et la PHP, non, avec le milieu hospitalier en général. Et le ministère de la Santé. Le ministère de la Culture, alors voilà. à l'époque c'était communication. Il doit être renouvelé cette année, normalement. Exactement. Voilà, au dire du ministère. Et là, vous parliez justement, pour le dispositif Falck notamment, d'un besoin aussi de co-construction. Est-ce que vous diriez que cette volonté de ne pas être dans une injonction, de penser les choses dans une totalité, de penser le musée aussi, la totalité de l'accessibilité du musée et de la totalité de l'accessibilité des œuvres, est-ce que vous pensez que c'est plus spécifique à l'approche du handicap mental par rapport au handicap moteur, ou finalement on est dans une continuité entre les 2 approches? Tout professionnel qui a tenté de répondre au public concerné par le handicap s'est heurté, comme M. Reichart l'a précisé, à la problématique de quel handicap. Si on prend le handicap visuel, eh bien, il y a 10 001 handicaps visuels, et il y a de nombreuses associations avec lesquelles le professionnel va travailler pour évidemment inclure en fait les personnes concernées dans la démarche, les écouter, mais chacune aura une façon différente d'aborder le handicap et d'aborder aussi la culture, et de souhaiter aller vers les institutions culturelles. Donc si on essaye de créer des activités dédiées à un public en particularité, eh bien l'autre qui est juste à côté et qui porte le même handicap mais légèrement différent se sentira exclu. Donc ça, il faut l'avoir en tête. Et une fois qu'on a fait cette expérience à quelques reprises, on se rend bien compte qu'il faut changer de paradigme en fait. Et par conséquent, on va chercher à avoir une inclusion qui soit, comme on l'a dit, plus universelle, une accessibilité plus universelle, sachant qu'elle n'est jamais parfaite. Prenons l'exemple des heures silencieuses.
pour notamment les personnes qui sont hypersensibles et les personnes concernées par les troubles autistiques et apparentés. Ça paraît être une bonne solution, une heure silencieuse dans un lieu public, que ce soit pour le commerce ou pour la culture. Cependant, on a des obligations dans un lieu qui reçoit du public de sécurité, donc des annonces qui vont troubler cette heure silencieuse. On a aussi envie de recevoir tous les publics en même temps. Et pourquoi est-ce qu'on demanderait à des scolaires qui sont très enthousiastes face à la chasse au trésor qu'ils effectuent dans le musée pour aller retrouver les quelques œuvres sur leur questionnaire, qui vont potentiellement gêner à la fois un public qui a envie d'être plutôt dans la contemplation silencieuse ou un public qui est hypersensible et qui a besoin de ce silence pour pouvoir apprécier l'environnement. Donc, à chaque fois, il s'agit d'avoir un juste milieu pour ne pas compartimenter et avoir des jours réservés, des jours de fermeture pour tous les publics spécifiques. C'est vraiment un exercice difficile, mais qui fait sens dans notre société où on essaye d'être tous ensemble, en fait. Donc, ce n'est pas simplement le musée qui va apporter une réponse, c'est l'ensemble de la société, j'ai envie de dire. Enfin, c'est un peu, voilà, c'est un peu caricatural, mais il y a cet effet-là. Et j'en profite, vous parliez là effectivement des obstacles auxquels on ne pense pas forcément en termes de RP et autres. Vous êtes assise à côté d'une conservatrice du patrimoine. On sait que parfois, il peut y avoir, en tout cas c'est perçu comme une opposition entre, d'un côté, vous parlez des doubles cartels, là c'était intéressant, d'un côté une approche qui serait très scientifique, très rigoureuse, très élitiste parfois même, et de l'autre côté que s'adresser à tout le monde pourrait paraître être un nivellement par le bas. En tout cas, certains le prennent comme ça. On sait qu'il y a, je reprenais l'exemple du musée de la Marine tout à l'heure, je ne suis pas sans savoir qu'il y a eu des débats en interne pour que cet espace soit dédié au milieu des collections permanentes, là où les conservateurs préféraient récupérer cet espace-là pour avoir plus de place pour la présentation de leur collection. Comment est-ce que ça se passe à l'échelle du musée ? Quelle bonne entente on peut trouver au sein des équipes pour comprendre que finalement cette politique-là fait porter plus haut l'institution et donc les postes de chacun ? C'est l'expérience. Lorsqu'on accroche un cartel, j'en ai ramené pour que ce soit plus clair pour tout le monde, mais ça n'a pas valeur d'exemple parfait, mais c'est juste pour vous montrer à quoi ressemble un cartel français facile au musée du Louvre-Lens. C'est les mêmes explications scientifiques, simplement avec des mots qui sont plus simples et sous forme de carte mentale, si vous voulez, de schéma, avec des informations qui sont précises, mais qui sont plus accessibles pour un enfant qui vient de démarrer la lecture, pour une personne qui peut-être est étrangère, ou pour une personne qui a des difficultés de concentration, tout simplement. Et nous nous sommes aperçus que nous, professionnels des musées, avec notre bagage intellectuel, entre guillemets, eh bien, nous arrivions à repérer des choses dans l'œuvre que nous n'avions pas tout à fait ressenties de la même façon grâce à ce cartel-là. Donc, c'est bien la preuve qu'il apporte à tous, et que observer avec les yeux de mon voisin me permet de redécouvrir ce que je suis en train d'observer. Et donc observer avec les yeux ou avec les mains aussi, manipuler. En tout cas, ressentir, c'est l'ère de l'empathie qui s'ouvre à nous et qui permet en fait non pas de se mettre à la place de l'autre, mais de comprendre comment est-ce que l'autre peut observer les choses pour s'enrichir soi-même. Donc c'est vraiment, à force d'expérience, on arrive à convaincre toutes les équipes. Évidemment, il faut l'expérimenter. Vous me faites une transition formidable avec Rachel, puisque vous, Rachel, en tant que conservatrice, vous vous êtes beaucoup intéressée et vous avez participé à mettre au point la définition de musée lictionnel, où justement l'empathie est au centre même de la transmission. Oui, de fait, le musée lictionnel, c'est celui qui travaille sur la liction. La liction, c'est le principe qui consiste à que le rapport au bien culturel, à l'œuvre, à l'objet, à l'expo, soit accompagné d'une émotion. L'exemple le plus simple, ce mur est marron ou beige. Bon, là aussi, les sensibilités ne sont pas les mêmes. C'est un rapport dénué de liction. Si je dis ce mur beige me rassure, on est dans la liction. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ce qu'on essaye de faire au musée à travers la médiation, c'est de créer des conditions favorables de rencontre entre les visiteurs et les biens culturels.
Et depuis quelques années, vous le disiez tout à l'heure, Guillaume, et on l'entend d'une manière générale, on se pose la question justement de la santé mentale, de la manière dont on regarde les choses. Et donc il y a aussi, depuis quelques années, la vraie question de l'émotion, de revenir à nos sens et à ce qu'on ressent. Et le musée lectionnel, c'est finalement celui qui va partir de là. On n'est pas du tout égaux sur ces questions-là, mais en tout cas, a priori, on a tous un lien à un moment ou un autre possible avec un objet qui peut être soutenu par une émotion. Et en partant de là, eh bien, c'est là où on peut parler de transversalité, décloisonner, faire en sorte de décompartimenter. Et pour nous, le FALC est une vraie solution multiple parce que nous avons des personnes étrangères assez nombreuses à Cahors au final. Nous avons des enfants. C'est comme si on parle de handicap visuel et qu'on se rend compte juste en observant toutes les études que 80% de nos publics n'ont pas 100% de leur acuité visuelle, parce que l'acuité visuelle, c'est entre 20 ans et 30 ans si vous n'avez aucune pathologie. Donc, toutes les personnes de moins de 20 ans n'ont pas 100% de leur acuité visuelle, et au-delà de 30 ans, c'est pareil. Ben là, c'est pareil, en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on constate qu'il n'y a absolument pas de vraie catégorie, et on ne peut pas mettre les gens dans des caisses, il faut se concentrer sur des choses sur lesquels chacun peut aller à titre individuel, mais ensemble. C'est enfoncer une porte ouverte, manifestement, mais c'est très difficile à mettre en œuvre. Et donc, si je peux donner un exemple très simple, on a accueilli une exposition l'été dernier qui s'appelle La tenue d'Ève, qui se concentrait sur le vêtement féminin, à travers les œuvres de Karen Lamonde, qui est une artiste verrière, qui crée des robes grandeur nature en verre et dans d'autres matériaux, et l'installation de Paula Anke, qui était l'installation de poupées arlésiennes retravaillées, réhabillées, et qu'elle appelle les Amazones. Et donc, nous avons proposé des ateliers d'écriture. Et là, je parlais des relais tout à l'heure. Donc, les personnes du foyer Lamourouse, qui est près du musée, se sont inscrites au même titre que tous les autres visiteurs. Et donc, dans le groupe de 10 personnes qui ont fait ces ateliers d'écriture, on avait finalement moitié-moitié. Moitié de personnes en situation de handicap mental, moitié de personnes qui ne présentent manifestement pas, je dis bien manifestement pas, de handicap. Et donc, la médiatrice a travaillé en partant de la question de l'addiction. Quelles émotions vous ressentez devant ces œuvres, pour pouvoir les amener jusqu'à l'écriture. Et les textes étaient absolument bouleversants. Moi, l'équipe frissonnait, on pleurait d'émotion en lisant les textes écrits par les uns et les autres. Et effectivement, c'est là où on arrive à cette transversalité. À partir de ce concept de musée lectionnel, on arrive à des choses très, très larges qui vont de la transversalité jusqu'au Caire. Justement, sur cette démarche de transversalité, Frédéric, on se rend compte du besoin de recourir à un certain nombre de partenaires, puisqu'on voit que du coup, qui dit transversalité dit multiplicité des compétences qui ne sont pas toujours présentes en musée. Parlez-nous un petit peu de la construction justement de ces démarches. Ouais. Alors effectivement, par rapport à ce qui vient d'être dit à l'instant, je pense qu'il y a 2 points qui sont importants. C'est ce que j'appelle effectivement la co-construction, c'est-à-dire que moi je pense qu'il faut s'appuyer sur l'autre, sur le visiteur. C'est un petit peu la démarche conception utilisateur, c'est-à-dire effectivement voir ce que lui a à nous apprendre sur la manière dont lui il vit l'œuvre d'art. Et ça questionne vraiment ce que vous avez appelé le rapport au bien culturel ou le rapport à l'œuvre, où effectivement chacun va vivre, va construire ce rapport à l'œuvre différemment. Et je crois que le but du jeu, c'est de pouvoir proposer un ensemble de dispositifs variés qui permettent à chacun de construire individuellement, singulièrement, comme ça, son rapport à l'œuvre. Donc je pense qu'il y a cette question de la co-construction et qui amène du coup un deuxième point, qui est la question de la connaissance. Il faut connaître le public et ses différentes caractéristiques. Et c'est comme ce que disait un petit peu Gunilla, c'est vrai que quand on est sur, par exemple, la déficience visuelle, oui, il y a des grandes tendances, mais après, il y a aussi une singularité.
Donc effectivement, on peut dire, voilà, les personnes déficientes visuelles, elles ont des caractéristiques particulières, elles ont des difficultés particulières. Voilà, mais en tout cas, voilà, individuellement, chacun va aussi peut-être les compenser et mettre en place des stratégies. Donc c'est vrai que c'est tout de suite très compliqué d'arriver comme ça à trouver je dirais un dialogue entre l'individu, le visiteur singulier et du coup le bien culturel qui me paraît complexe. C'est vrai que d'arriver comme ça à faire dialoguer cette singularité du visiteur avec la complexité comme ça de l'œuvre, waouh, c'est chapeau. Mais c'est ce qui rend finalement le boulot difficile. Enfin, c'est ce qui rend que, enfin, pour moi, le travail d'accessibilité, c'est plutôt, vous voyez un petit peu, si tu restes sur la métaphore, c'est un peu de la haute couture, enfin de la couture, de la grande couture. On n'est pas sur un costume tout prêt qu'on a acheté. On est sur du sur-mesure, quoi. Et à chaque fois, faut faire du sur-mesure. On ne peut pas un petit peu copier-coller, importer et puis le placer comme tel. Non, il faut dépasser ce prêt-à-porter comme ça pour être vraiment sur du sur-mesure. Et c'est ce qui fait que c'est un petit peu, je dirais, un petit peu compliqué. Donc voilà 2 points qui sont pour moi importants. C'est la co-construction qui passe effectivement par un partenaire privilégié qui est le visiteur. Et après, la question de la connaissance, qui va passer, je pense, par de la formation. Alors, la connaissance, oui, je pense qu'on peut l'acquérir d'un point de vue empirique. Mais après, il faut aussi peut-être effectivement parfois des formations pour pouvoir effectivement après construire un savoir qui soit élaboré par rapport aux besoins du public. Tout à fait. J'aimerais juste vous faire réagir sur 2 choses. Tout à l'heure, Gunilla, vous avez commencé la table ronde en parlant de prescription médicale, donc dans un univers très, très médical pour le coup, avec un médecin. Vous, Guillaume, quand on a préparé cette table ronde, vous avez mis le harreau en disant que, attention, ce que vous proposiez, c'était pas dans un but thérapeutique. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur votre appréhension et est-ce que, bien que vous n'ayez pas d'ambition thérapeutique à proprement parler, est-ce que vous mettez en place des mesures d'évaluation ou d'impact sur les visiteurs. On parlait à l'instant de la connaissance justement des visiteurs par rapport à leurs attentes. Qu'est-ce que vous avez mis en place en interne ? Alors oui, c'est vrai que mais c'est un peu par prudence en fait que cette question thérapeutique, parce qu'évidemment l'art-thérapie c'est merveilleux et d'ailleurs il se passe des choses au Palais de Tokyo qui sont des choses extrêmement positives. On a vu des personnes donc pour parler plus concrètement, dans le cadre du Hamon, on fait des ateliers, un atelier qui s'appelle Bien Mieux pour des jeunes en situation de fragilité psychique où il s'est passé des choses merveilleuses, des personnes se sont mis à parler. Voilà. Je pense que c'est juste par prudence de ne pas mettre un horizon de ça, justement je ne souhaite pas qu'aujourd'hui on peut mesurer ça. Et je l'avais dit, c'est un drôle de mélange, mais que j'assume assez bien entre ambition et humilité. Ambition parce que on va sur des sujets qui ne sont pas les nôtres, sur lesquels on n'a pas de spécialité, et on y va parce qu'on considère que c'est important d'y aller. On n'a pas, d'une certaine manière, trop peur d'y aller parce qu'il faut le faire. Et donc, on apprend. On a aussi des formations. On a formé une partie de nos personnels du Palais de Tokyo aux premiers soins en santé mentale. On y va. On propose des formats. On interroge. On a formé des personnels de médiation notamment et des personnels de gardiennage d'exposition. Mais ce qui est intéressant, c'est que tous les personnes, les salariés du Palais, il y a plus de 100 salariés au Palais, donc, mais ils nous ont dit mais tout le monde devrait le faire. Et on en est persuadé, c'est-à-dire que tout le monde devrait le faire. Donc c'est pour ça que cette question thérapeutique, on y va prudemment, mais c'est parce que voilà, on veut pas que ça freine aussi nos actions. Et puis humilité qui va en même temps, c'est-à-dire on a l'ambition d'y aller, et humilité parce que oui, on invente, vous l'avez dit, hein, c'est quand même assez récent ces questions, notamment en France, donc dans les pays anglo-saxons, au Canada, on en parle souvent, hein, des expériences qui ont été faites, donc on s'appuie un peu là-dessus. On a assez peu d'éléments, je veux dire, on n'a pas un ensemble de règles qu'on pourrait partager. On invente, on est en train de travailler avec le Mobilier National sur la création d'un mobilier spécifique sur des questions justement de santé mentale, qui pourrait être avec d'essayer de penser comment on pourrait avoir des outils, même en termes de mobilier, pour être plus inclusif. Et j'insiste sur le fait aussi pour la question, parce que la question thérapeutique amènerait la question forcément d'une pathologie. Or, comme je le disais, c'est vrai qu'on a, nous, cette idée que, en fait, on va s'adresser, on a beaucoup employé le mot universel, et je pense qu'il ne faut pas qu'on tourne autour du pot. Il y a aussi cette question, ce qu'on appelle le validisme, en fait, autour de ça. C'est-à-dire, en fait, est-ce que, en fait, on doit inclure finalement dans nos manières de faire finalement des publics qui sont plus, on va dire, désorientés par rapport à ça, ou est-ce que c'est l'inverse, on doit réinterpréter ce que vous dites, c'est-à-dire est-ce que finalement on ne s'adresse pas au plus grand nombre
à travers des attentions portées à ces différences. Et moi, aujourd'hui, je le dis sans démagogie, un cartel en FALC, en facile à lire, peut me concerner en fait. Je peux très bien moi-même, à travers un FALC, trouver des choses que je ne trouverais pas. Et pourtant, je suis un scientifique aussi de l'art, je le fais. Quand on le sait aussi dans les... C'était vraiment cette question aussi de ce qu'a été les études, les disability studies aux États-Unis, dans les années 70 et en France aussi. Il y a toute une histoire de dire, quand on a commencé à faire des rampes dans les musées, on a pensé aux personnes en mobilité réduite. Et en fait, ça a bénéficié à beaucoup plus de personnes que celles qui étaient en chaise, puisque voilà, on peut être fatigué, on peut aussi, il y a les enfants, mais il n'y a pas que des gens entre guillemets faibles, il y a tout le monde participe, en fait, finalement, bénéficie en fait de ces ascensions particulières. Et c'est pour ça que je trouve intéressant de sauter par-dessus cette aporie un petit peu, de dire, alors si on fait des choses spécifiques, du coup on parle plus au plus grand nombre. En fait, finalement, on peut se dire que à force de penser des différences sans hiérarchie, en fait, on s'adresse de toute façon au plus grand nombre. Et ça a été un des questionnements de ces luttes aussi, des mouvements d'insertion des handicapés dans les années 70, très intéressants. Je pense aux handicapés méchants, enfin, tous ces mouvements très forts, vraiment passionnants, qui justement disaient « n'essayez pas de nous séparer pour éviter qu'on parle de cette question de la norme. » en fait. C'est-à-dire que nous, on ne cherche pas à défendre notre spécificité, on cherche à interroger la question de la norme et comment le monde social, les institutions, dans la rue, les trottoirs, tout ça, sont quand même finalement peut-être pensés sur un certain modèle qui touche la question de qui pense, finalement des minorités dominantes qui justement imposent d'une certaine manière. Et quand on parle, j'entends, on pourrait prendre tous les exemples que vous dites, la hauteur des vitrines dans une exposition, et en fait, elle bénéficie à tout le monde parce que ce n'est pas que les personnes qui sont en chaise, par exemple, qui en bénéficient. La question de la lumière, la question du son, etc. Et ça, c'est passionnant. C'est passionnant parce qu'on se rend compte que là, on est dans un vrai travail de reconstruction un peu de notre accueil de tous les publics. Tout à fait. Avant d'aller sur cette question de médiation universelle, peut-être Gunilla, vous entendre, vous êtes assez proche des notions de muséothérapie justement, et je vous posais la même question que je viens de poser à Guillaume. Est-ce que vous avez mis en place un processus d'évaluation, peut-être avec le personnel soignant qui travaille à vos côtés? Oui. Ça fait partie de nos obligations. Lorsqu'en 2019, le musée du Louvre-Lens a réécrit son projet scientifique et culturel, il y avait des engagements citoyens. D'abord, pour un musée, c'est assez étonnant, mais de lutter contre les inégalités à la santé, à l'illettrisme, à l'électronisme, et aussi à l'éducation en général, à la scolarité. Et donc, pour cela, on avait l'obligation aussi d'évaluer. Le musée du Louvre-Lens se veut aussi cité culturelle et laboratoire muséal. Et donc, on a cette obligation qui est inscrite dans notre PSC, même si on s'aperçoit que, premièrement, c'est compliqué de trouver des grilles d'évaluation culturelle qui soient compatibles avec des indicateurs pour ce qui nous intéresse de santé. Il y a tout un travail où il faut retrouver en fait les mêmes indicateurs et les mêmes points, ce qui n'est pas jusqu'à présent ce qu'on n'a pas réussi à faire très exactement. Et donc ce qu'on a finalement mis en place, ça demande aussi du temps et des budgets par ailleurs, ce qui n'est pas toujours facile à trouver non plus. Et donc ce qu'on a réussi à mettre en place, c'est avec une association hospitalière qui est très implantée sur le territoire. Le musée du Louvre-Lens s'appelle Lens parce qu'il a aussi une obligation d'ancrage et de travailler avec des partenaires du bassin minier. Donc là, c'est l'association hospitalière qui est anciennement les hôpitaux de la compagnie des mines en fait, qui va travailler avec nous, avec un médecin qui a réussi à se libérer du temps pour écrire un protocole d'évaluation du bien-être à l'issue d'activités muséales. Et donc il propose un panel de 60 patients testeurs qu'il encadre aussi avec un médecin interne, et ces 60 patients seront testés entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils répondront à un questionnaire mesurant leur anxiété et mesurant leur bien-être avant et après une activité au musée. Et puis, parmi les 60, il y en a 30 qui ne font pas cette activité, qui servent un peu de testeurs placebo, si vous voulez. Donc ça, c'est une étude qui a lieu actuellement.
avec donc 30 patients qui viennent au musée, et ça s'étale tout au long de l'année 2024. On a aussi travaillé avec... Cette étude, excuse-moi, je vous coupe, est-ce qu'elle est destinée à être publique, à être rendue publique, et à quelle échéance ? Donc, elle se terminera, la dernière séance se tiendra en décembre 2024. Donc, elle sera ensuite, le bilan sera rendu en fonction de l'interne qui l'écrit et du médecin qui l'accompagne, enfin, qui est son tuteur, début 2025. Mais c'est vraiment un petit panel, on est bien d'accord. Et puis, c'est un peu aussi... quelque chose dont on a tous l'intuition. On le sait que l'environnement muséal est favorable à un mieux-être. Ça a déjà été étudié. En revanche, on ne l'avait pas encore mesuré à une échelle précise. Donc c'est là où ça fera une petite différence. Mais ce qui est important, c'est de montrer que les personnels hospitaliers et médico-sociaux s'intéressent, sont maintenant convaincus. Et pour arriver à, en l'occurrence, je peux citer son nom, à cette confiance que nous accorde le docteur Janson et aussi son administration pour permettre à ces patients de venir au musée et de participer à cette étude, il a fallu plusieurs années de pratique, de relationnel, d'engagement et de réciprocité de part et d'autre, d'accueillir les publics, d'écouter les soignants qui les accompagnent, d'écouter les patients qui témoignent. Il parle de bouffées d'art, il parle d'un moment où on prend le temps, et aussi un travail qui est basé sur l'horizontalité, où il n'y a pas un patient qui reçoit la consigne de son soignant, que le soignant a répété du médiateur, qui va donner le ton à l'ensemble de l'atelier. On va avoir une dynamique où on va travailler tous ensemble à vivre une expérience. Donc le médiateur au musée avec d'autres personnes et sans distinguer les soignants, les patients, le médecin qui ce jour-là est présent, etc. Et donc cela contribue à avoir un climat de confiance et une horizontalité qui permet ensuite de développer des études et d'avoir accès à des échanges avec le corps médical, par exemple. Mais ce que disait Guillaume aussi est très important. La thérapie, elle n'existe pas sans médecin. Le musée n'est pas pourvoyeur de thérapie en soi. Il peut accompagner une convalescence ou il peut être ce qu'on appelle un soin support. Il est parallèle en fait, hein, mais il ne pourvoit pas. Même si nous parlons de Louvre-Lens thérapie, c'est une activité, c'est un concept, mais nous n'avons pas ni la vocation ni la prétention d'être thérapeute. Alors la Louvre-Lens thérapie, elle s'adresse à tous les visiteurs individuels qui ne sont pas en groupe et à partir de 16 ans, quel qu'il soit, malade ou pas malade, avec porteur d'un handicap ou invisible ou visible ou pas, pour 2 heures de séance avec une médiatrice qui est sensibilisée à l'art-thérapie et une art-thérapeute. Donc là, c'est encore une autre formule à 2 voix et qui permet un moment d'introspection au musée. Donc une autre façon de visiter le musée, une autre façon de pratiquer l'expression plastique ou corporelle. Donc il y a 1001 façons, en fait. Ce sur quoi j'insiste, c'est vraiment le tissu relationnel qui va se jouer entre l'institution culturelle et l'équipement hospitalier, de façon à ce qu'il y ait une vraie réciprocité, une vraie envie de travailler ensemble. Oui, tout à fait. On voit ces liens se tisser petit à petit. Je pense au diplôme universitaire qui s'est lancé l'année dernière à Lyon, à l'université Jean Moulin, un diplôme universitaire art et santé à destination du personnel médical et plus seulement de former les musées, puisque c'est vrai que la grande différence aujourd'hui, autant il y a eu depuis de longues années des actions en faveur de l'inclusion du handicap mental, mais plutôt au sein des instituts médicaux, que ce soit hôpitaux ou autres, alors qu'aujourd'hui, c'est vraiment au sein des musées qu'ils sont inclus. C'est peut-être la grande nouveauté. Et la grande nouveauté aussi, vous parliez là beaucoup d'inclusion, ça touche aussi les soignants. J'imagine que vos actions ne touchent pas que les patients, mais vous êtes aussi là pour former quelque part les soignants aux spécificités du musée et à ce que le musée comment peut les aider et les épauler dans leur démarche de soignants. Au musée du Louvre-Lens, notre souhait, c'est d'avoir des publics qu'on appellera ambassadeurs, c'est-à-dire qui vont revenir en autonomie, qui n'ont plus besoin
de médiateurs, qui n'ont plus besoin d'avoir le prétexte de l'activité proposée par le comité d'entreprise ou l'école ou l'unité de soins, mais qui reviennent par eux-mêmes. Et quand on l'observe, et on l'observe régulièrement, c'est une vraie fierté pour le médiateur qui m'envoie un petit SMS en disant tiens, j'ai croisé ce week-end tel patient qui d'habitude vient avec telle unité de soins psychiatriques et qui là était venu avec ses parents et qui montrait l'œuvre. Bon, bah, c'est super, mais c'est vraiment notre volonté, c'est que chacun pousse la porte du musée pour 5 minutes, pour 5 heures, comme il pousse la porte, je ne sais pas moi, de son centre commercial, de son cinéma, ou comme il va se balader dans un parc et qu'il en retire un sentiment de mieux-être et comment dire aussi un lien affectif avec une œuvre qui devient son copain, son témoin du moment quand il en a besoin de réconfort en fait. Et ça, on y arrive en travaillant justement sur ce que j'appelle cette horizontalité et en prenant chaque participant de la même façon. Et les soignants, évidemment, le disent aussi. Ils reviennent avec leur famille en dehors du travail de leur activité thérapeutique. Oui. Et vous, Rachel, à Cahors, vous ne faites pas intervenir de médecins, du moins peut-être pas encore, c'est peut-être dans les projets, mais vous vous êtes attaché à former aussi vos agents, à reconnaître les différents handicaps. C'est aussi c'est peut-être le premier pas même. Oui, alors d'abord, ce que j'aime beaucoup dire à mes agents, surtout quand il y a une catastrophe quelle qu'elle soit, c'est qu'il n'y a rien de grave parce qu'on n'est pas dans les urgences d'un hôpital, qu'effectivement, on n'opère pas à cœur ouvert. En revanche, je rajoute toujours, le musée sauve des vies plus lentement qu'aux urgences. Donc, je tiens à dire qu'effectivement, cette notion de thérapie, en fait, on est plus un lieu d'accueil, effectivement, qu'un lieu qui va prodiguer cette thérapie, mais on fait partie, pour ce qui me concerne, à 100% des lieux support, des lieux d'accueil pour ces thérapies. Ensuite, oui, la formation des personnels, elle est essentielle. D'abord parce que c'est important de savoir ce qu'on fait. Et que si on veut accueillir les gens, il faut les connaître, quels qu'ils soient d'ailleurs. C'est important de comprendre ce que c'est qu'une personne lusophone, mais c'est aussi important de comprendre ce que c'est qu'une personne daltonienne. Parce que vous parliez par exemple de la diversité du handicap visuel, voilà. Mais c'est aussi important de comprendre les besoins d'un enfant qui est atteint du spectre autistique, etc. etc. Donc ça commence, j'ai presque envie de dire, encore plus loin que le personnel du musée, ça commence pour le personnel de communication, parce que contrairement aux très grandes institutions, nous n'avons pas notre personnel de communication. Et comme je le disais, il faut quand même que ça commence au niveau de l'information. Former les personnels, c'est former ceux qui vont communiquer pour nous sur ce qu'on fait. Parce que si les publics en situation de handicap n'ont pas accès à l'information, alors l'accessibilité, elle est en dessous de 32. C'est moins 32, on est déjà mal parti. Donc, on forme déjà les personnels qui travaillent sur la communication. Ensuite, on forme nos agents parce que, donc, comme je disais, voilà, l'accueil commence avant l'accueil. On forme nos agents d'accueil. On leur explique et on essaye de le faire un peu aussi en auto-formation. On les envoie en formation, mais il y a aussi de l'auto-formation. On s'envoie des podcasts régulièrement. Il y a des gens qui vont nous faire des fiches de lecture pendant les réunions d'équipe en disant moi j'ai lu tel ouvrage sur le sujet, etc. Et voilà, un petit peu expliquer les grands concepts. Expliquer aux agents qu'effectivement tous les handicaps ne se voient pas, qu'il faut être à l'écoute et peut-être parfois laisser en fait une marge d'inconnu et accepter qu'on ne va pas tout savoir de la personne en face, mais dans la manière dont on va l'écouter, dans la manière dont on va l'accueillir, on va pouvoir peut-être déceler un besoin particulier et laisser la porte ouverte. De la même manière qu'on a tous nos pictos qui expliquent qu'on peut prendre une chaise canne ou qu'on peut prendre une poussette ou que voilà, eh bien c'est laisser une porte ouverte en fait. Et ce qu'on essaye de faire en formant nos personnels, c'est de créer l'ouverture d'esprit chez eux et de créer finalement une ouverture dans la connexion qu'ils vont avoir dès le bonjour. Parce que effectivement, ça commence ici. Comme je disais, ça commence même en amont. Ensuite, il y a évidemment le personnel de médiation. Encore une fois, qui chez nous ne sont pas des art-thérapeutes. On a en revanche des formations qui peuvent venir compléter leur formation de médiateur. Et derrière, il y a aussi la formation du personnel scientifique. Parce que c'est toujours extrêmement gratifiant
effectivement d'avoir des personnes qui vont revenir, qui vont être finalement des vecteurs de transmission de ce qu'on aura construit. Mais pour arriver à ça, effectivement, il faut aussi revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire qu'il faut des chercheurs. Personne n'a envie d'arriver le dimanche matin et que à la boulangerie et que votre boulanger vous dise alors aujourd'hui on a fait de la co-construction, c'est le coiffeur qui a fait le pain. Non, on est bien d'accord. Donc pas question de faire ça comme ça. En revanche, il est question effectivement de se former tous à nos niveaux pour atteindre finalement cette transversalité, y compris dans la manière dont nous-mêmes nous allons transmettre. Nous sommes payés par la collectivité, et je dis la collectivité au sens citoyenne, pour travailler sur ces connaissances et les transmettre. C'est quand même un des plus beaux métiers du monde que d'être payé par les gens pour étudier et transmettre. Je crois que vraiment, on a beaucoup de chance. Mais il faut aussi se rappeler, et vous avez beaucoup utilisé le mot de citoyen, Gunilla, et je vous en remercie parce que moi, c'est quelque chose que j'essaye de ramener régulièrement autour du débat, autour du musée Lictionnel et autour du musée en général. Il faut se rappeler qu'en France, le musée est une institution révolutionnaire qui voulait rendre aux citoyens ce à quoi il avait le droit en termes culturels et patrimoniels. Eh bien, là aussi, on en revient à ça. Nos agents sont des citoyens et ils doivent être acteurs de cette citoyenneté. Et être acteur de cette citoyenneté, c'est se rappeler que chacun d'entre nous nous sommes tous des citoyens qui méritons un espace dédié. Et on pense aussi le musée comme ça. C'est inscrit dans notre projet d'établissement. On a pensé le musée Henri Martin comme un peu la pièce qui nous manque à tous chez nous. Parce que vous soyez dans un studio ou dans un palais, il vous manque toujours une pièce. Quels que soient les espaces que vous avez construits, la manière dont vous les avez conçus, il y a toujours un moment où vous vous dites « j'aimerais bien aller là où ça n'existe pas ». Eh bien, nous avons essayé de construire le musée Henri Martin comme ça, pour que tous les gens qui sont à proximité, parce que je rappelle aussi une chose importante, c'est que les musées, ce sont finalement des emplois non délocalisables. On s'adresse à un public local en priorité, même si on accueille le public touristique avec grand plaisir. Mais il faut aussi travailler, encore une fois, c'est là aussi le caractère citoyen des choses. On est ancré dans un territoire. Eh bien, de fait, si on arrive à s'ancrer territorialement, si on arrive à cette transversalité, si on a formé tout le monde pour que l'accessibilité commence dès l'information et qu'elle soit jusqu'au bout de la connaissance qu'on a à transmettre, alors effectivement, il est probable qu'un jour, les gens, les citoyens, les habitants autour de nous se disent « Tiens, voilà, j'ai envie de pousser la porte du musée pour 5 minutes, vous disiez tout à l'heure, ou pour 5 heures, parce que là, j'ai envie d'aller dans cette pièce qui me manque. » Voilà. Tout à fait. Vous parlez de communication à l'instant, c'est très, très intéressant. Effectivement, est-ce que Guillaume, vous aussi, dans cette démarche de médiation universelle, on est aujourd'hui très habitué à avoir telle visite pour telle typologie de public et telle autre. Est-ce que vous avez, vous constatez qu'il y a des handicaps à voir le public tout venant, que chacun se sente concerné par vos propositions et pas se dire, tiens, le hameau, non, c'est plutôt pour tel type de public, je ne rentre pas là-dedans, je ne me compartimente pas là-dedans. Est-ce que vous travaillez aussi la communication, comment présenter tel et tel dispositif pour être sûr que ça soit le public aveugle ou le public en situation d'autisme qui pourrait être concerné, se sentent concernés au même titre que les autres et inversement? Oui, c'est une vraie question. C'est vrai que nous, on a choisi d'être aussi dans un régime de la transparence, c'est-à-dire de ne pas cacher nos intentions. Nous avons par exemple rédigé un petit fascicule sur le modèle d'une bande dessinée qui s'appelle « L'art doit-il être expliqué ?» et qui finalement remet aussi cette question fondamentale aussi de dire mais pourquoi il y aurait besoin de médiation, qui est un terme qui vient aussi de militaire. On fait des médiations quand il y a un conflit. Alors est-ce qu'il y a un conflit ? Comment on parle aussi de nos propres vulnérabilités en fait en tant qu'institution, c'est-à-dire pourquoi on aurait besoin d'expliquer l'art alors que l'art a priori s'adresse à tout le monde. On n'hésite pas et je crois que c'est un peu nouveau aussi dans les institutions à parler des sujets qui fâchent. Mais qui ne fâchent pas d'ailleurs, qui rassemblent. Voilà, est-ce que l'art c'est élitiste ? L'art est-il élitiste ? Alors l'art contemporain particulièrement. Nous avons fait des références assez directes à Pierre Bourdieu sur la question des musées. Est-ce que les musées ne sont pas des lieux de différenciation sociale et qu'il n'y aurait pas une contradiction entre l'idée de vouloir s'ouvrir au maximum et en même temps nous sommes des lieux, on va dire, qui sommes des lieux aussi où il y a des choses un peu différentes que je vais dire les autres formes dominantes de communication. Et donc, en tout cas, je réponds à cette question de la communication parce qu'on commence déjà par là, au hameau. On commence par là en disant, voilà, nous-mêmes, c'est ce que vous dites, on est inclus en fait dans ces questions. On
on n'est pas dans une position de distribution, on va dire, de la parole et qui serait comme un frein. On a dans cette bande dessinée un petit sujet, des petits dessins assez drôles. On voit une entrée de prison, puis avec des grilles et puis un petit paillasson, il y a marqué bienvenue. Voilà. Donc ça, c'est des métaphores de choses aussi qui sont dans l'imaginaire collectif, hein, qu'on partage. Donc il y a d'abord cette question qui est une forme de communication importante, et puis aussi l'idée simplement qu'en effet on choisit le vocabulaire. C'est une question assez pas simple, surtout quand on traite de la question de santé mentale. On travaille beaucoup avec notre comité scientifique, justement, qui intègre à la fois des personnes, on va dire des pères aidants, par exemple. On n'a pas parlé de la père aidance, mais c'est important, hein, c'est-à-dire comment on inclut aussi dans nos processus des personnes qui sont concernées, c'est-à-dire des personnes qui sont en situation, par exemple, de neurodiversité, qui sont aussi acteurs et actrices de la médiation, par exemple, qu'on intègre. On intègre dans notre comité scientifique des médecins, on intègre des personnes du milieu hospitalier, mais aussi des personnes, on va dire, du milieu de l'animation, et avec elles, on définit le vocabulaire. Par exemple, c'est vrai que sur cet atelier qui s'appelle Bien mieux, on a parlé de personnes en situation, alors je crois que c'est spécifique, comme on l'annonce, on dit que ça peut être un moment. On n'est pas obligé d'être catalogué dans une souffrance psychique, hein, on traverse tous des moments de vulnérabilité. Donc c'est un atelier qui est ouvert à ça. Alors il ne s'agit pas, on ne va pas demander une carte de prouver, voilà, mais en tout cas c'est ouvert à ça. Et puis on parle aussi de ce qu'on y fait, c'est-à-dire qu'on y fait une pratique aussi. C'est-à-dire qu'on teste aussi d'autres modèles, on fait une pratique, on fait finalement, on travaille sur des paroles à travers et la pratique et la question aussi de l'accès à l'art via les expositions. Et puis, une des réponses que je dirais, c'est aussi, et ça va prendre du temps, mais il faut du temps. Il faut du temps, il ne faut pas aller trop vite non plus. C'est cette question que je disais, et là, je crois que c'est un vrai enjeu de penser qu'on ne cloisonne pas même cette activité de médiation. En fait. C'est-à-dire, c'est vrai que la question de la santé mentale, moi, j'ai voulu qu'au Palais de Tokyo, elle traverse tout, elle traverse l'administration, la communication. Ça veut dire aussi inclure aussi dans nos conseils d'administration, par exemple, des personnes concernées, dans nos instances de gouvernance. Ça veut dire qu'aujourd'hui, finalement, une exposition qu'on travaille avec un artiste qui n'est pas a priori, dont c'est pas le sujet, eh bien, on lui en parle et que lui-même, on voit qu'il y a des liens en fait beaucoup, et que finalement, on ne place plus uniquement cette, on va dire, fonction de médiation comme une fonction uniquement entre guillemets support de quelque chose qui serait figé. Il y a l'art, et puis maintenant, on va essayer de le faire rentrer, de le faire. Mais en fait, dès le début, et c'est pour ça qu'au Palais de Tokyo, ce service de public, c'est un service aussi de programmation. Il s'appelle Service des publics et de la programmation culturelle. C'est-à-dire que, voilà, finalement, c'est aussi un espace qui est poreux avec la programmation. Et ça, c'est une forme aussi, je trouve, d'inclusion. C'est-à-dire que cette question-là n'est pas uniquement de dire, voilà, il y aurait l'art d'un côté et on viendrait finalement inclure ces personnes dans l'art, c'est que finalement la question par exemple de la santé mentale, elle concerne aussi la production artistique, les expositions comme je l'ai dit, et pratiquement à chaque endroit de nos activités. On a organisé par exemple la semaine dernière quelque chose avec le Papotin, hein, qui sont donc ce journal, ils sont venus au Palais de Tokyo et finalement ils sont venus au Palais, donc ils ont à la fois visité les expositions, ils ont fait une interview, il y a eu un concert après, voilà, et ça rentre complètement dans notre programmation. En fait, c'est pas spécifique pour les personnes, je veux dire, concernées par le spectre autistique, hein, du trouble autistique, et ça a donné une vie extraordinaire au Palais, et c'était un endroit finalement de production de savoir, de production de connaissances, de production de formes. Donc voilà, c'est d'autres manières aussi finalement de ne pas cloisonner ou que les gens se sentent pris comme ça dans une forme de, on va dire, d'exclusion, de spécificité interne, mais que finalement ils ont dans une institution qui est ouverte globalement à ces questions et inclusive globalement, et de mélanger les choses. C'est ça qui est le plus intéressant. Oui, vous parliez d'ailleurs tout à l'heure de la richesse aussi que cette diversité des neuroatypismes apporte aussi à l'institution. Donc finalement, on voit qu'on parle beaucoup de la question de l'hospitalité et du confort qui concerne absolument tout le monde. Peut-être, Frédéric, je vais vous laisser le mot de la fin avant de faire réagir la salle si vous avez des questions ou des retours d'expérience. Quel regard un peu vous portez sur les efforts du milieu de la culture par rapport à d'autres secteurs sur cette notion de confort et d'accessibilité? Oui, effectivement, là, quand j'écoutais les collègues qui parlaient de leurs multiples expériences et pratiques de terrain, je me suis dit, il y a un concept qu'on n'a pas abordé et qui illustre bien un petit peu ce qui a été dit, c'est le concept de confort ou de qualité d'usage. C'est-à-dire,
Et c'est ce que vous disiez, enfin finalement tout le monde l'a dit avec ses mots, hein, et l'a bien illustré, c'est-à-dire que finalement ce qui est fait pour les personnes handicapées va bénéficier à tout le monde. Et du coup, je pense que l'accessibilité qu'on pense pour un visiteur à besoins spécifiques, l'activité, enfin, c'est-à-dire l'accessibilité pensée à ce niveau-là est mise en œuvre. Elle va nous inviter à repenser complètement la manière dont on accueille finalement l'ensemble des visiteurs. C'est ce que vous disiez, je pense, avec la lumière. Hein. C'est-à-dire, effectivement, tiens, est-ce que c'est trop éclairé, pas assez éclairé? Si c'est trop sombre, on se casse la figure, on ne l'est pas repéré, et puis c'est pas très agréable pour se déplacer, ça peut être dangereux. Et si c'est trop éclairé, une personne qui a certains troubles, elle pourra peut-être avoir des difficultés ou autres. Hein. S'il y a un bruit qui est trop important, ou s'il y a une acoustique qui n'est pas appropriée dans un espace, et ça arrive parfois, il y a des migraines, il y a des publics qui ne sont pas bien, qui deviennent du coup un petit peu perturbés, ou parfois un petit peu violents, ou très nerveux. Voilà, donc l'acoustique, c'est important. Tout ce qui est déplacement et signalétique. Où est-ce que je vais, où est-ce que je suis, où est-ce que je vais, comment je me repère. Voilà, je prends des pictos, je prends des flèches, je prends des couleurs. Je suis un touriste étranger, je ne parle pas français, je ne lis pas, mais comment je peux me repérer pour aller effectivement à l'endroit où je veux aller. Donc la signalétique, pareil, c'est un élément qu'on va travailler, peut-être d'abord pour le handicap, mais finalement après, qui aura des répercussions sur l'ensemble des visiteurs qui vont se repérer facilement dans l'espace. Sur des visites, des visites guidées qu'on fait, parfois sur leur durée, sur leur contenu. Comment est-ce qu'on sensibilise une visite, un contenu à un public? Est-ce qu'il y a des visites trop longues, trop courtes? Quel contenu je mets en avant? Est-ce que je reste sur un tableau? Des visites comptées, des visites chantées, des visites mimées, toutes les approches un petit peu actuellement multisensorielles qui se développent. Effectivement, elles avaient pour but d'abord de répondre aux besoins différenciés de différents types de publics, et maintenant finalement elles sont intégrées. Et on se rend compte que tout le monde va pouvoir profiter effectivement d'approches tactiles, auditives, de vidéos. Maintenant, il y a encore tout ce qui est encore immersion, les interactions, l'olfactif. Donc tout ça, effectivement, ça vient enrichir ce que vous disiez, vous, le rapport au bien culturel. Et du coup, c'est un petit peu dissous. Donc, c'est plus, entre guillemets, de l'accessibilité qui est pensée pour le handicap, c'est du coup du confort d'usage dont tout le monde va bénéficier. Et ça, je trouve ça intéressant comme manière de voir les choses, parce qu'effectivement, on pense plus catégorie, mais on pense vraiment une prestation de qualité pour que chacun puisse profiter, goûter, s'enrichir au mieux de ce que propose le musée. Donc, ce sera mon mot de la fin. Et sur juste la spécificité du secteur culturel, les démarches que vous avez entendues là pendant une heure, est-ce qu'on retrouve les mêmes logiques, les mêmes formes dans d'autres secteurs, par exemple dans le secteur de l'éducation, de penser aussi les choses en disant qu'en pensant à partir du handicap, finalement, ça profite à tout le monde? Oui, je pense que c'est quelque chose de généralisé, c'est-à-dire ça, on le retrouve partout. Alors après, par exemple, moi, je trouve sur l'accessibilité, le secteur culturel, et notamment les musées, ont été en avance. Parce que pendant longtemps, on a pensé l'accessibilité comme l'accès à un espace. Et les musées ont été les premiers à penser l'accessibilité comme l'accès à un contenu, l'accès à une activité. Et je trouve que là-dessus, vraiment, ils sont vraiment très précurseurs en termes, du coup, ils ont une avance parce qu'ils ont, du coup, ce que vous disiez avant, il y a des normes qui sont posées par rapport aux ERP, d'un point de vue architectural. Alors, d'un point de vue, entre guillemets, accès au contenu, ce n'est pas le cas. Mais du coup, le musée, effectivement, il va devoir... facilement, il devra jouer le jeu de l'accessibilité au contenu pour être accessible. Voyez. Donc là-dessus, je pense que le musée, il a vraiment il est particulier entre guillemets à ce niveau-là sur l'accessibilité. Après, c'est vrai qu'il y a une tendance de plus en plus qui se profile vers effectivement ce qu'on appelle l'accessibilité universelle, encore l'universal design, la question de l'inclusion, elle reste, je dirais, sociétale. Après, elle va se jouer dans des secteurs de différentes manières, à différents rythmes. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que tous les musées ont un rapport à l'accessibilité qui est identique. Il y aura, ce que je disais avant, pour moi, il y a toujours une singularité. Il y a des musées qui ont une histoire très forte, avec des partenaires peut-être médico-sociaux, avec le secteur hospitalier, d'autres qui sont très branchés plutôt handicap visuel, parce que historiquement, dans leur histoire, il y a eu effectivement ce public-là qui les a
marqué pendant longtemps. Donc il y a vraiment une tendance générale, mais avec chaque fois, je dirais, une vraie identité et puis des actions très, très singulières qui viennent oui, un petit peu colorer chaque musée, ce qui fait que c'est pas pareil. On ne peut pas dire que tous ici, je pense qu'il y a peut-être une personne qui peut aller dans votre musée, elle va dans un musée autre, c'est peut-être pas dit qu'elle trouvera la même accessibilité. Alors, c'est pas que c'est moins bien ou que c'est mieux, mais effectivement, je pense que chacun a pensé son accessibilité par rapport effectivement à des publics et de manière très, très différente. Donc, c'est ce qui rend aussi, du coup, très compliqué de faire un petit peu une espèce de photographie très, très globale de la situation, parce que je pense qu'elle est effectivement très, très singulière. Très, très singulière. Mais merci d'avoir rappelé quand même le Et puis un dernier point qui est important, c'est ce que disait justement Rachel, et c'est là-dessus où souvent je me bats. On pense toujours accessibilité, je pense maintenant sur la mobilité, et on la pense aussi sur maintenant l'usage. Mais on a oublié un troisième point que vous avez cité, c'est l'information. Parce que si vous avez un musée qui est super accessible et vous ne communiquez pas dessus, ça ne sert pas à grand-chose, quoi. C'est comme si on a un super restaurant ou un super hôtel, et puis il n'y a rien qui indique qu'il y a un restaurant ou un hôtel, quoi. Donc, vous n'aurez pas de clients. Donc, après, il faut aussi communiquer sur l'accessibilité. Mais ce qui va du coup aussi impliquer après la question de communiquer accessible. Communiquer comment, voilà, pour que ce soit... Et à qui. Donc, on revient de nouveau sur un vrai chantier qui est aussi énorme. Merci beaucoup. Est-ce que dans la salle, il y aurait des questions, des remarques ? Bonjour, Jean-Pierre Klein, je m'occupe depuis une quarantaine d'années d'une école de formation à l'art-thérapie et aux médiations artistiques, qui délivre des titres reconnus, etc. Et depuis une dizaine d'années, on fait de la formation au Musée d'Art Moderne, à Pompidou, au Petit Palais, Cognac-Jem, même au Théâtre de la Ville, etc. Et dans cette formation, entre autres, qui dure entre 6 et 9 jours, mais répété, on demande aux conférenciers, on demande aux animateurs d'ateliers d'être sensibilisés à l'espace, sensibilisés au sonore, sensibilisés à la signalétique, avec toutes sortes de dispositifs assez marrants, on ferme les yeux, etc. Et puis aussi, donc la formation, ce n'est pas du tout en termes de telle catégorie, telle pathologie, etc. C'est aussi qu'est-ce qu'on fait lorsqu'il y a des mouvements intempestifs, lorsqu'il y a des cris, lorsqu'il y a des tableaux dangereux à présenter. Les tableaux dangereux, ce n'est pas ceux qui présentent des choses horribles. Les choses horribles, si elles sont bien cernées, ça passe très bien. Mais si ce n'est pas délimité, ça provoque des situations d'angoisse, enfin, etc. C'est-à-dire mettre aussi, et puis aussi des accompagnements de visite, et ensuite on discute comment la visite s'est passée. Hein, c'est-à-dire mettre aussi les conférenciers, les animateurs d'ateliers en position de redécouvrir autrement le musée et la distance au tableau et ce que ça peut susciter en eux. Voilà. Merci bien pour ce témoignage. Y a-t-il des questions, des réactions ? Pardon, je vais juste répondre sur ces questions d'espace. Nous avons fait le choix au musée Henri Martin, par exemple. Vous avez noté la question de la signalétique des volumes et vous disiez tout à l'heure aussi que c'était un vrai sujet. Nous avons fait le choix de prendre un spécialiste de la signalétique et de la circulation. Et pour leur permettre, parce que c'est une équipe, c'était un binôme, de faire leur travail le plus correctement possible. D'abord, nous avons triphasé le travail. Donc, ils sont venus 1 an avant l'ouverture, à la veille de l'ouverture, et ils sont venus il y a quelques mois pour refaire toute la signalétique après avoir découvert tous les problèmes de signalétique qu'on a en réalité. Mais pour pouvoir les accompagner à chaque fois, nous avons demandé à chaque équipe de leur faire la visite selon leurs problèmes à eux et à des groupes de visiteurs bêta, comme on dit, des testeurs bêta, de leur faire la visite en leur disant voilà, moi je trouve jamais les toilettes ou j'en sais rien. Et donc
effectivement, ça fait partie des sensibilités nécessaires, l'espace, la circulation, la signalétique, et se rendre compte qu'en fait, la manière dont nous, on voit les espaces, ça n'est absolument pas la manière dont nos visiteurs la voient. Moi, je me rends compte à quel point, alors qu'on a un espace, la salle des grands formats, c'est une salle immense avec un très haut plafond, et au bout, il y a un escalier, et vous ne pouvez pas imaginer le nombre de personnes qui retournent à l'accueil en disant « mais après, on va où ?» En fait, il y a l'escalier et il y a l'ascenseur. Et donc, ça nous paraissait évident qu'au bout de tout ça, les gens vont soit monter par l'ascenseur, soit monter par l'escalier. Manifestement, ça n'est pas le cas. Et c'est une des choses, par exemple, qu'essayent de résoudre avec difficulté, je dois le dire, nos spécialistes de la signalétique. Mais on s'y attelle et on continue. Donc, je pense qu'effectivement, il faut le penser en amont, mais il faut aussi avoir l'humilité de se dire qu'on n'a jamais une seule bonne, unique, dernière solution. Pardon, voilà. Bonjour Karl Avalanche, d'abord je voudrais vous remercier pour cet échange que j'ai trouvé passionnant. Autour de quoi? Autour de la médiation, mais la médiation dans tous ses tiraillements, c'est cette ethos du décloisonnement que vous avez tous célébré, et qui fait de la médiation ou du musée lictionnel, comme vous disiez, quelque chose d'heureusement et dangereusement subversif d'une certaine manière, puisque de proche en proche, il me semble que ce que vous dites, les expériences dont vous témoignez, affectent très profondément l'idée même du musée. Alors que généralement, l'idée de médiation est traditionnellement une pièce rapportée qui se trouve de manière convenue, articulée aux verticalités qui organisent nos secteurs muséals. Vous disiez, et j'ai trouvé ça très intéressant et très amusant, médiation est un mot qui appartient au vocabulaire militaire, puisqu'on invite des médiations à gérer des conflits. Mais si on s'interroge sur l'étymologie du mot médiation, si on la détourne un peu, elle appartient aussi à un tout autre référentiel. Non pas celui de l'intermédiaire, c'est le sens le plus commun qu'on lui attribue, mais médius, cette qualité d'être au milieu, d'une part, et puis quand même, dans médiation, on entend médicus, prendre soin. Et ceci me paraissait très syntonique de tout ce que vous disiez. Et quand je parlais, et j'en termine, excusez-moi, je bafouille un peu, quand je parlais de cette heureuse et subversive contamination d'une politique de médiation pensée autrement, et c'est la question que je voudrais vous adresser, n'affecte-t-elle pas aussi ces verticalités et la nature même des savoirs que nous mettons en œuvre dans nos musées et que nous sommes censés transmettre, il s'agit, pour le dire d'un mot, d'une médiation qui fait avec, en décloisonnant. Est-ce que ceci ne nous invite pas à penser un savoir qui fait lui aussi avec, plutôt que les savoirs en surplomb qui caractérisent le corpus de connaissances en histoire de l'art, par exemple, qui nous est familier et que nous pratiquons également. Mais est-ce que cette médiation-là ne nous invite pas à porter un regard autre sur les œuvres et de travailler en scientifique également avec les œuvres plutôt que sur les œuvres, comme nous sommes avec les publics plutôt que en surplomb les publics. Voilà, merci en tout cas beaucoup pour... Qui veut y répondre justement à la manière dont cette approche de la médiation finalement travaille même le mot du musée et l'identité du musée? Guillaume? Je veux bien dire un mot. On a parlé tout à l'heure, je ne sais plus qui ici a parlé de la question de la sensibilité ou des affects ou des émotions. Voilà, c'est déjà une réponse. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, alors je vais prendre ma casquette de commissaire d'exposition de l'art contemporain qui a changé ma vie. Je ne sais pas si ça a guéri, mais en tout cas, ça a changé ma vie personnellement. Et je reste fidèle aussi à cette vision de quelqu'un qui est arrivé à l'art. Alors là, je vais parler un peu de moi, sans avoir la connaissance, puisque je suis venu en visiteur d'exposition. J'ai commencé l'art contemporain comme ça. Je tiens aussi à cette part de mystère, ou en tout cas cette part d'ineffable. J'ai toujours considéré, je le crois encore, que l'art, il y a une partie de savoir, mais
c'est pas que du savoir. C'est aussi des émotions, c'est aussi des affects. Encore une fois, quelque chose qui est évident et qui peut être un peu tabou à parler et qu'on entend de moins en moins quand même, heureusement. Et c'est pour ça aussi que les services de médiation, enfin les nôtres en tout cas autour d'ici, c'est peut-être pour ça qu'on est là aussi, merci, c'est qu'on les met au cœur en fait, on les met pas à côté, ni en dessous, ni au-dessus, ni voilà, on les met au cœur de la relation. À partir du moment où on parle de médiation, en effet, on parle d'affect. On parle d'émotions. Alors là, on n'est plus dans le savoir. Alors, on peut perdre du savoir des émotions. Après, c'est encore autre chose. Mais en tout cas, on n'est plus dans la question du savoir. Et en effet, ça replace un petit peu nos institutions sur des modes probablement avec plus d'humilité, parce que l'émotion, les affects, c'est pas quelque chose qu'on mesure, c'est pas quelque chose où il n'y a pas de recette. Moi, je pense qu'une œuvre d'art, et c'est pour ça que ça dure dans le temps, c'est infiniment polysémique. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de clé. Il n'y a pas de choses où voilà, on dit c'est comme ça, voilà ce qu'il faut savoir. Moi, je me suis toujours lutté contre le mot des explications. Je l'accepte parce que je sais d'où il vient. Et on m'a toujours dit c'est super quand on a les explications, quand on a vos explications. Je dis non, c'est pas des explications, c'est des pistes, c'est de l'inclusion, c'est de l'hospitalité, c'est tout ce qu'on veut. Mais il n'y a pas de on va dire d'erreur possible. Ou voilà, il n'y a pas de paroles. Alors malheureusement, il y a des paroles ascendantes. Et c'est sûr. Et alors là, je peux aller plus loin si vous voulez. Nos lieux, c'est vrai, vous avez rappelé l'origine des musées démocratiques, ce sont aussi des lieux de pouvoir. Ce sont aussi des lieux de représentation nationale. Ce sont aussi... Et du coup, oui, on est dans cette drôle d'alchimie entre... On est aussi des lieux scientifiques, on est aussi des lieux avec... On n'est pas là par hasard, il y a certains discours, il y a certaines idéologies, et tant mieux d'ailleurs, il faut aussi peut-être qu'on soit transparent là-dessus. Donc on a aussi, d'une certaine manière, probablement un certain nombre de valeurs à faire passer, un certain nombre d'idées, en tout cas dans l'art contemporain, et je le revendique aussi. Par contre, elles sont parfois, et c'est passionnant, contredites, pas contredites d'ailleurs, mais recomplexifiées par cette question des émotions, des affects qui concernent vraiment chacun, de l'ineffable, du mystère, et qu'il faut qu'on garde évidemment ces mystères. Et c'est là aussi où on a un principe d'inclusion, parce que là, ça concerne vraiment, alors là, ça concerne tout le monde, c'est universel pour le coup. Oui, devant une œuvre d'art, n'importe qui, tous les discours du monde et toute la connaissance va se retrouver quand même dans quelque chose qui échappe au discours, et qui, qu'on peut appeler ce qu'on veut, la poésie, on peut l'appeler le mystère, on peut l'appeler les émotions, qu'on peut avoir ou pas d'ailleurs. On peut aussi, il n'y a pas d'injonction à aimer des choses. Ça, c'est aussi très important d'enlever cette question d'une injonction. On doit absolument comprendre ou pas comprendre, avoir les clés. Et ça, c'est très intéressant. Et en effet, à partir du moment où on remet cette question de la médiation, peut-être, et je le souhaite, on replace un tout petit peu une horizontalité et aussi une humilité, mais une humilité passionnante, sur, oui, qu'est-ce qu'on est là, pourquoi, en fait. Voilà. Rachel, je crois que vous voulez ajouter quelque chose. Merci. Alors effectivement, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, moi dans le cadre de mon poste précédent au musée de Millau, j'avais des agents d'accueil qui étaient aussi agents de médiation, donc on parle encore aussi d'horizontalité, de transversalité et d'être au cœur. Donc non seulement on accueille, mais ensuite on accompagne aussi. Et j'avais proposé une année qu'ils choisissent une œuvre face à laquelle ils avaient des émotions fortes. Et parmi ces choix, un de nos agents avait choisi une œuvre qu'il détestait. Et vraiment, pendant 25 minutes devant le public, il a expliqué pourquoi il détestait cette œuvre et pourquoi c'était vraiment nul qu'on ait ça et qu'on la présente. Et en même temps, finalement, si on la présentait pas, il n'aurait jamais rien eu à dire. Et donc, j'ai envie de vous dire, j'espère qu'on est un peu subversif. J'espère que les scientifiques sont capables de subversivité, parce que j'espère que dans ce monde du prêt-à-penser, on arrive, au-delà de l'éducation au regard, au-delà de l'ouverture, à donner des outils à nos visiteurs pour qu'ils construisent leur propre vision des choses et un petit peu de leur esprit critique. J'espère qu'on participe à ça en tant que lieu citoyen. Merci infiniment, Rachel, pour ce mot de la fin très enthousiasmant. Merci à vous trois, vous quatre, pardon, vous trois musées, je pensais, parce que ce que je trouvais... Oui, 3 plus 1, tout à fait. Ce que je trouve très intéressant, c'est que vous êtes quand même 3 musées très, très différents, l'un de droit privé, l'autre en établissement public, et un troisième en régie directe en région. Trois manières de concevoir le musée sur le papier qui pourraient être très différentes, et finalement, on se rend compte à quel point les réflexions que vous avez données aujourd'hui
montre qu'on va un peu tous vers un même objectif. Alors, subversivité ou pas, chacun ira là-dessus. Voilà, donc merci à vous trois, merci beaucoup à vous Frédéric également pour votre hauteur de vue et votre témoignage sur ces différentes questions. Et puis merci à vous tous. Vous avez une petite pause de 10 minutes, je crois que voilà, on a mangé 5 petites minutes pour vous. Merci beaucoup. La pause va être un petit peu plus longue en fait, parce que c'est une pause un peu particulière, pause forum, où vous pourrez, de façon un peu plus posée, informelle aussi, rediscuter avec nos intervenants. Merci beaucoup à vous 5. Voilà, 4 plus 1. Et puis vous pourrez aussi rencontrer d'autres porteurs de projets sur notre sujet principal, mais qui s'ouvre merveilleusement bien. Et notamment, je vous les affiche ici, des projets portés par Grand Palais RMN, l'Institut, alors ça a changé de nom, l'INSEI, je ne sais plus, excusez-moi hein, Frédéric. C'est ça, ok, merci. Kilema aussi, une autre approche de l'édition accessible. Donc, je vous invite à les rencontrer. Et puis, une petite table aussi pour Égard qui va pouvoir aussi faire son petit appel à candidature en direct sur la table. OK. Merci. Et on se retrouve à 16h30 pour la deuxième partie. Merci à tous et à tout à l'heure.